Ben, Mesdames, Messieurs, je vais vous présenter une toute petite partie d'une étude sur les consommations énergétiques de nos stations d'épuration. Donc cette étude a été réalisée principalement par l'équipe de Bordeaux et ensuite par l'équipe de Lyon. Je tiens aussi à signaler que cette étude elle a pu être menée grâce au concours financier de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse ainsi que d'IRSTEA. Et ce travail devait répondre à deux questions principalement. Quelles sont réellement les consommations énergétiques de nos stations d'épuration et existe-t-il des pistes d'optimisation afin de limiter cette consommation? Alors, l'objectif que l'on s'était fixé pour cette étude, c'était tout d'abord de faire un état des lieux des consommations énergétiques pour cinq procédés. Jacques vous l'a précisé. Donc, les cinq procédés les couramment développés pour des collectivités de plus de 2000 équivalents habitants. Eh bien, vous avez la peau activée, le SBR, le BRM, les membranes, les biophytes et les MBBR. Premier objectif, c'était vraiment d'identifier leur consommation énergétique et surtout de pouvoir les comparer par rapport à l'étranger. Si vous pouvez vous mettre entre les deux micros Oui, pour qu'on vous entende mieux. Ok. Ensuite, de déterminer des valeurs de référence pour chaque procédé, de comprendre ensuite les facteurs qui allaient influencer cette consommation énergétique, pour afin produire des modèles. Et la seconde étape de cette étude, c'était d'élaborer une démarche d'audit pour l'optimisation énergétique de nos stations d'épuration, mettre en place une méthode, des outils pour permettre d'évaluer s'il y a un gain ou non énergétique de nos stations d'épuration. Alors, premier constat, est-ce que notre parc français est à optimiser? Alors, on a travaillé sur des fichiers, une base de données de plus de 318 stations d'épuration françaises et de 213 stations étrangères. Donc, fichier qui nous a permis d'identifier entre les stations d'épuration françaises et les stations étrangères que globalement, nos stations d'épuration consomment quasiment 50% de plus d'énergie que celles à l'étranger. Par exemple, pour la boue activée, alors vous faites attention, il y a une forte dispersion des données, donc on va situer les points moyens. Mais pour la boue activée, une station d'épuration de type boue activée à l'étranger se situe autour de 2 kW par kilo de DBO éliminé, alors qu'une station d'épuration française va se situer autour de 3,2. Alors, qu'est-ce qui va expliquer ces différences? Alors, le premier point, c'est que nos stations d'épuration sont moins chargées que les stations d'épuration à l'étranger. Donc ça, vous verrez tout à l'heure que le taux de charge impacte fortement la consommation énergétique. Ensuite, on a des niveaux de traitement. Je dirais que globalement, les niveaux de traitement en France de nos stations sont plus poussés. Et je pense qu'il ne faut pas écarter aussi ce dernier point, c'est que les questions énergétiques à l'étranger ont été plus... ils ont plus retenu cette thématique depuis un certain nombre d'années. Ensuite, notre parc français, très souvent, lorsque je faisais des exposés sur différentes technologies, j'étais souvent très contesté en disant mais non, elles ne consomment pas ces valeurs-là. Donc, c'est pour ça qu'on a donc lancé cette étude. Et cette étude a pour objectif de vraiment donner des valeurs de référence sur les 5 technologies que je vous ai présentées. Et on se rend compte, en fin de compte, donc il y a 3 cultures libres et 3 cultures fixées, que la boue activée est la technologie la moins consommatrice, et par contre, les technologies type BRM ou MBBR sont des technologies consommatrices d'énergie. Je prends l'exemple, la boue activée, on va se situer toujours autour de 3,2 kWh par kilo de DBO éliminé, alors qu'on peut monter en BRM, MBBR autour de 6,5. Alors, attention, il ne faut pas ressortir d'ici en disant qu'il n'y a plus que la boue activée puisque là, elle représente quand même 90% des installations de plus de 2000 équivalents habitants. Mais attention, naturellement, ces écarts peuvent s'amplifier ou se réduire en fonction du taux de charge des installations, parce que la boue activée, c'est quand même la technologie la plus ancienne, alors que les BRM, c'est beaucoup plus récent, donc les taux de charge seront différents. Les niveaux de traitement, un BRM, on sait que les niveaux de traitement sont très poussés, le niveau de traitement des boues et le niveau de traitement de l'air. Alors, un message dont vous avez vu les technologies ont des consommations d'énergie très différentes. Premier message que je souhaite faire passer, c'est attention aux effets de mode. Très souvent, une station d'épuration, une technologie, c'est
pour un créneau d'application, pour vraiment répondre à un besoin. Et trop souvent, je me rends compte en allant sur le terrain que pourquoi on a choisi une technologie consommatrice d'énergie, ben, très souvent, l'effet de mode qu'il ne faut pas écarter, on a bien connu dans l'épuration, si on faisait dans l'exposé de Jacques, il y a eu l'effet de mode des lagunes, il y a eu des effets de mode, et toutes les technologies ont un effet de mode. Deuxième point qu'il faut retenir de cette présentation, c'est quand on décide de faire le choix du séchage thermique des boues, je veux dire, ce choix va avoir des sacrées conséquences sur la consommation énergétique de nos stations d'épuration. C'est-à-dire que le séchage, s'il est indispensable compte tenu de la destination finale des boues, eh bien oui, il faut y aller, mais il ne faut pas faire du séchage pour faire du séchage comme une alternative en cas de coup dur, parce que vous verrez au niveau des consommations énergétiques, ça impacte fortement. La digestion, on retrouve un regain de la digestion. Je rappelle que la digestion, c'est une technologie très ancienne. Son principal objectif à l'époque, c'était de réduire les boues, de les stabiliser. Et le regain actuel, c'est surtout pour la production de biogaz que va procurer cette technologie. Alors, on m'a aussi limité, donc je vais être extrêmement bref. Voilà, donc on a voulu étudier les consommations spécifiques pour sortir surtout des modèles qui vont étudier les consommations énergétiques de vos stations d'épuration. Donc à partir de notre base de données, ici, je vous représente un exemple pour la boue activée, mais nous avons fait exactement le même exercice pour les biofiltres et les BRM. C'est d'étudier sur ce fichier de base de données quels étaient les facteurs explicatifs qui pouvaient impacter fortement la consommation spécifique des stations d'épuration avec un objectif d'écrire un modèle derrière. Tout d'abord, le premier critère qui va impacter la consommation d'énergie, ça va être le taux de charge en DBO. Donc, si le taux de charge en DBO augmente, la consommation énergétique des stations va diminuer. Donc ça, c'est clair, ce qui explique un peu cette différence avec les stations à l'étranger. Ensuite, la concentration en DBO, parce qu'il y a du pompage, les effluents, s'ils sont dilués, vont être consommateurs. Et ensuite, je ne vais pas détailler, vous l'avez sur la présentation. Et je dirais que, par exemple, ce qui fait aussi un saut, comme je vous l'ai dit, c'est la siccité des boues, supérieure à 35%, donc dès qu'on parle de thermique, et la température de l'air. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons développé 18 modèles. Alors, 3 procédés, 2 référentiels DCO-DBO. Et pour sortir de ces modèles, 3 résultats, des kilowattheures par jour, des kilowattheures par kilo de DCO ou de DBO éliminé, et des kilowattheures par mètre cube d'eau traitée. Donc ces équations seront à votre disposition dans l'étude, qui sera transmise très prochainement. Et ça va nous permettre d'avoir des valeurs de référence. Et ces valeurs de référence vont vous guider. C'est-à-dire, j'ai représenté sur ce graphique, vous voyez la valeur prédite par le modèle. Et ensuite, lorsque vous faites une mesure sur votre station d'épuration, soit vous êtes au-dessus de la valeur prédite, le cas moyen. Donc je dirais que dans tous les cas, ça j'insiste bien, l'optimisation énergétique est quasiment il y a systématiquement un gain sur toutes vos installations. Par contre, vous voyez que pour la station qui se situe bien au-dessus de l'intervalle de prévision, vous avez une station énergivore, et là, vous avez un gain non négligeable. Et par contre, si on se retrouve en mesure sur un point en dessous de l'intervalle de prévision du modèle, on peut considérer que la station est optimisée. Donc j'ai insisté sur l'intérêt de la digestion et le séchage thermique de ses conséquences. Donc ici, je vous ai représenté une installation dont vous avez sur votre gauche, donc une station sans séchage. Et vous voyez que sa consommation se situe autour de 2,9 alors que la valeur prédite était à 3,2. Par contre, dès qu'il y a séchage, vous pouvez observer, donc c'est les histogrammes sur la droite, vous observez que dès qu'il y a séchage, si l'installation fonctionne à 100% du temps, 365 jours sur le séchage, vous allez quasiment doubler votre consommation énergétique, vous allez passer à 6,1. Et le 5,4, c'est parce que l'installation n'était pas à sa charge, et ce qui permet donc d'arrêter le sécheur et expliquer cette plus faible consommation.
Mais par contre, comme vous pouvez le noter, on fait quand même un saut énorme dès que l'on retient cette technologie. Donc, comme dans les objectifs, nous avions aussi envisagé de vous apporter un guide, une méthodologie pour faire une démarche d'audit énergétique. Alors, quand on fait une démarche d'audit énergétique, obligatoirement, on travaille sur un jeu de données d'1 an, puisque, comme vous le savez, l'effet de saison est très important sur la consommation énergétique. Et si on veut vraiment faire une démarche d'audit énergétique corrélée avec les paramètres de fonctionnement, il est inévitable de travailler au moins, au minimum, sur un pas de temps d'1 an. Donc là, à titre d'exemple, donc la démarche énergétique, quand j'ai parlé de tous les résultats, c'est bien toute l'énergie totale sur une station d'épuration. Ça comprend l'énergie électrique, l'énergie liée au biogaz, l'énergie liée à d'autres sources, telles que le fioul, le gaz naturel. Eh bien, lorsque vous faites une démarche énergétique, dans tous les cas, il y a un gain. Ici, j'ai représenté, donc vous analysez toutes les données de tous les postes consommateurs et vous voyez que sur la gauche, donc le camembert de gauche, on se rend compte très vite, et c'est clair, que la philo est un gros consommateur d'énergie, puisqu'il représente 80. Donc c'est lui, s'il y a des actions à mener, ça va être bien sur la file haut. Et vous avez sur la droite donc, la décomposition des sous-postes de cette philo. Et on peut observer les actions prioritaires sur cette installation seront donc l'aération, mais seront aussi sur le relevage, puisque vous avez une consommation énorme, de l'ordre de 17%. Voilà. Mais l'audit énergétique nécessite d'office de corréler ça avec les paramètres de fonctionnement. Le dernier point sur lequel je souhaite insister, c'est la digestion. Donc, comme je l'ai dit, la digestion, ici, sur cette installation équipée d'un digesteur, donc on voit bien que 90% c'est de l'énergie électrique, 7,5% du biogaz et un petit peu de gaz naturel pour répondre aux compléments. Ce qui est quand même extrêmement intéressant et que l'on retrouve un peu sur l'ensemble du parc équipé de digesteurs, eh bien, la production sur cette installation, j'ai voulu prendre un exemple concret, sur cette installation, eh bien, les besoins liés à la digestion nécessite de réutiliser que 30% du biogaz. Ce qui veut dire qu'il y a un excédent de 70% du biogaz qui peut vraiment répondre à d'autres fonctions. Et là, j'ai essayé de faire un classement partagé, je dirais, un peu par la profession, puisque je ne suis pas trop compétent au niveau économique. Mais la priorité, si on faisait une classification économique, c'est bien la réinjection du biogaz, donc du biométhane, dans le réseau, la fourniture, mais on voit bien le petit film qui rappelle bien tous ces points, la fourniture du gaz véhiculé et la cogénération. Alors la digestion, moi maintenant je vais être un fervent défenseur de la digestion pour la station du futur. La digestion, donc si on étudie clairement, on se rend compte que les digesteurs, on les retrouve sur des stations à partir de 30 000 équivalents habitants. Je dirais en dessous, il y a des tentatives, mais pour l'instant, elles sont plutôt à partir de 30 000. Je dirais qu'un moyen de développer la digestion dans des tailles plus faibles, c'est peut-être de penser à la codigestion, donc d'apporter d'autres substrats pour ces types de collectivités et aussi augmenter la production de biogaz. Par contre, il ne faut pas oublier, il y a des verrous actuels, il y a déjà la réglementation, puisque quand on apporte des produits extérieurs, la réglementation est très contraignante. Ne pas oublier les problèmes d'inhibition, d'apporter des produits peuvent peut-être bloquer certains processus au niveau de la digestion. Et comme l'a évoqué aussi Jacques, ne pas oublier la gestion des retours, puisque digérer des bouts, mais vous avez bien des flux en retour. Et naturellement, il existe aussi plein de procédés pour traiter ces retours. Donc ce document, parce que là j'ai essayé de résumer en quelques minutes tout un travail énorme, puisqu'il a commencé avec l'Agence de l'eau il y a 3 ans. Donc c'est une étude conséquente, je crois qu'elle sera énorme, avec une mine d'informations. Elle sera disponible sur le site de l'agence et d'IRSTA début 2017. Et là, on rentrera dans le détail sur la synthèse de la méthodologie, des résultats, et surtout avec un chapitre très important de recommandations, parce que les recommandations vont à l'ensemble de la profession, mais ça passe du maître d'ouvrage aux exploitants, en insistant bien sur évitons le surdimensionnement, parce que ça pénalise. J'insiste sur quelques points. Les filières sous-chargées, il faut y réfléchir avant. Si on a une sous-charge à gérer, il y a toute une conception à intégrer.
La dilution de nos eaux usées, la dilution, c'est aussi, mais combien de fois j'arrive encore sur des sites où on a beaucoup d'eau claire parasite. Et puis de bien faire, hein, il y a une liste énorme, hein, je crois qu'il y a une dizaine de pages sur le sujet, mais bien choisir les technologies et bien aussi choisir les procédés, les technologies économes. Donc, nous, on va poursuivre sur le sujet. Je dirais que si certaines collectivités sont intéressées par une audit énergétique, je dirais qu'IRSTEA peut contribuer à ce travail hein, par un appui sur la méthodologie, le traitement des données, l'aide à l'interprétation. Pourquoi ça nous intéresse ce travail? Parce que je dirais que ça va consolider nos modèles, parce que le modèle bout activé, je crois qu'il est bien solide, bien rustique et tout. Par contre, faire un modèle, il n'existe pas actuellement sur le SBR, sur le MBBR, parce que nous n'avons pas assez de données. Et je pense qu'en contrepartie, récupérer les données de ces audits énergétiques pourra permettre de consolider nos modèles existants et aussi d'en créer de nouveaux. En conclusion, je dirais que les stations d'épuration ont répondu à leur objectif initial, qui était bien de traiter les eaux usées et de respecter le milieu récepteur. On l'a vu, on a amélioré considérablement la qualité des milieux récepteurs. Je dirais que maintenant, avec ces éléments, elles seront à terme moins énergivores, productrices d'énergie, et elles doivent aussi devenir des stations de récupération des ressources. J'y reviendrai pas parce qu'on l'a largement évoqué sur plusieurs points. Une seconde étude, toujours avec l'Agence de l'eau, est en cours se finalisera en 2017. Elle mettra à disposition un outil de modélisation qui évaluera l'impact énergétique et environnemental de nos stations d'épuration. Cet outil sera un outil de simulation. Quelle est la meilleure configuration pour limiter l'impact énergétique et environnemental et pourra être aussi un aide à la décision. Nous travaillons actuellement et nous réfléchissons sur la station du futur, on a parlé de STAR, station de récupération des ressources de l'eau. Je dirais qu'actuellement, nous travaillons sur quelle sera la meilleure configuration pour répondre à la réutilisation, pour produire de plus en plus de biogaz, pour récupérer des nutriments, l'azote, le phosphore. Alors, très bien. Mes remerciements, et ça c'est le générique, ok, on les voit, donc, vite s'il vous plaît. Oui, mes remerciements, mais je dirais que je voudrais quand même insister auprès d'un partenaire, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Ils nous ont fait confiance depuis 30 ans, ils nous ont aidés sur notre recherche finalisée, et comme je suis un peu en fait carrière, je profite de ce colloque pour les remercier vivement pour nous avoir soutenus plus de 30 ans sur le sujet. Je vous remercie. Ça c'est de la fidélité, hein. Merci beaucoup. Venez avec nous là, venez vous installer là.